Bonjour à tous, aujourd'hui on va décrypter les inégalités de Bell. Mais avant, rappelons que la superposition est un principe fondamental de la mécanique quantique. Ça signifie qu'une particule ne choisit jamais un état précis avant qu'on la mesure. Cette particule peut être à plusieurs endroits à la fois ou même avoir plusieurs énergies ou vitesses en même temps. Ce n'est que lorsqu'on la mesure, c'est-à-dire qu'on l'observe, que la particule décide soudain de ne présenter qu'un seul état, celui que l'on détecte à ce moment-là. À cette époque, dans les années 1920-1930, un débat oppose Bohr et Einstein à propos de l'interprétation de la mécanique quantique. Bohr, avec son équipe, a proposé ce qu'on appelle l'interprétation de Copenhague. Selon cette idée, le résultat d'une mesure en physique quantique est fondamentalement lié au hasard. La réalité observable n'existe qu'au moment de la mesure. Et ce qui se manifeste est choisi de façon fondamentalement aléatoire. Mais cette manière de voir perturbe profondément Einstein car elle remet en question l'idée classique de localité. À ses yeux, la mécanique quantique devait décrire un monde réel existant indépendamment de l'observation, avec des propriétés déterminées mais encore inconnues, ce qu'il appelait des variables cachées. Selon lui, les résultats des mesures ne devaient pas surgir au hasard et deux particules éloignées ne pouvaient pas s'influencer instantanément. La localité restait un principe fondamental car à de très grandes distances, comme rien ne peut aller plus vite que la lumière, aucune information ne peut se transmettre instantanément. C'est dans cet état d'esprit qu'en 1935, Einstein, Podolsky et Rosen ont utilisé l'intrication pour critiquer la mécanique quantique. Et cette expérience de pensée est connue sous le nom paradoxe PR. Ils se sont demandé si deux particules, même très éloignées, pourraient rester reliées et agir instantanément l'une sur l'autre. Le concept d'action fantôme à distance. Ironiquement, même si cette idée vient d'eux, Einstein la rejetait fermement comme inacceptable. En revanche, Bohr acceptait cette conséquence de non-localité. Pour lui, mesurer une particule intriquée pouvait vraiment affecter instantanément l'autre, même à grande distance, sans pour autant permettre d'envoyer un message plus vite que la lumière. Cette question et le débat qui l'accompagnait ont donné raison à Bohr à l'époque, mais sont ensuite restés dans l'ombre pendant de nombreuses années. Ce n'est qu'en 1964 que John Bell a essayé de trancher de manière décisive qui avait raison entre Bohr et Einstein. Il part de la prédiction quantique pour montrer que les résultats ne peuvent pas être simulés par des variables cachées locales. Il invente donc des formules mathématiques qu'on appelle aujourd'hui les inégalités de Bell. Si la nature fonctionne avec des variables cachées, comme le pensait Einstein, alors ces inégalités doivent toujours être respectées. Mais si les résultats les enfreignent, ça veut dire que le monde ne suit pas les règles classiques. Il existe bien une influence instantanée à distance, autrement dit, une réalité non locale. L'idée de Bell était la suivante. Prendre deux photons intriqués qui partent d'une même source. L'un se dirige vers un détecteur A et l'autre vers un détecteur B. Sur chaque trajet, placer un filtre polarisant qu'on peut orienter comme on veut, horizontalement, verticalement ou en diagonale, ou même n'importe quel autre angle. Quand un photon arrive, soit il passe par le filtre et on le détecte, soit il est bloqué. On note alors le résultat pour chacun des deux photons. Et pour chaque photon, il n'y a que deux résultats possibles à chaque mesure, passé ou bloqué. Donc, si on regarde les deux photons ensemble, il y a 4 combinaisons possibles. A passe, B passe, A passe, B est bloqué, A est bloqué, B passe, et A est bloqué, B est bloqué. Bell s'est alors demandé si on refait cette expérience des milliers de fois en changeant l'orientation des filtres, que devrait-on observer si les photons avaient déjà en eux des instructions secrètes dès le départ, autrement dit, si des variables cachées existaient. Il a donc imaginé que chaque photon portait un petit carnet de notes. Si je croise un filtre à tel angle, je passe, et à tel autre angle, je bloque. Et ainsi de suite pour toutes les positions possibles des filtres. En prenant en compte toutes ces stratégies possibles,
Bell a calculé la corrélation maximale qu'on pouvait obtenir entre les résultats des deux photons, si ceux-ci avaient des réponses déjà fixées avant la mesure. Dans ce cadre, ces corrélations sont nécessairement limitées. Puis, il a comparé ces bornes théoriques avec les prédictions de la physique quantique pour des photons intriqués dont les propriétés ne sont pas fixées avant la mesure, mais se déterminent au moment même où l'on mesure. Le résultat est donc intrinsèquement probabiliste. Cependant, grâce à l'intrication, la probabilité que les résultats des deux photons soient liés est plus forte que ce que permettrait une variable cachée locale, ce qui montre que la physique quantique dépasse les limites classiques. Cette amplification des corrélations est une des preuves majeures de la nature non locale et indéterminée des états quantiques intriqués. Avec ces angles et ces résultats possibles, Bell a créé les inégalités de Bell, qui sont des limites mathématiques que la physique classique ne peut pas dépasser. Si des expériences réelles dépassent ces limites, alors il n'y a pas de moyen classique local pour expliquer les corrélations. Prenons un exemple concret pour mieux visualiser. Sur l'hypothèse de la physique classique, on a deux photons intriqués, A et B. On suppose que chaque photon a des instructions fixes pour passer un filtre ou être bloqué. Par exemple, un photon peut avoir ses instructions, au filtre à 0 degré, il passe, à 45 degrés, il passe, et à 90 degrés, il est bloqué. Si on limite les angles à 0, 45 et 90 degrés, chaque photon peut passer ou être bloqué pour chaque angle. Donc, avec 3 angles, cela donne 2 puissance 3, soit 8 combinaisons possibles pour un photon. On calcule la corrélation entre deux photons pour un angle donné. Quand on compare les deux photons, soit les deux ont le même résultat, la corrélation est donc à 100%, soit les deux ont des résultats différents, et là, la corrélation est à 0%. En essayant toutes les combinaisons fixes, on voit qu'aucune ne donne exactement 50% pour un angle intermédiaire comme 45 degrés. Prenons l'exemple de deux angles, un à 0 degré et l'autre à 45 degrés. Toutes les combinaisons possibles pour le photon A sont les résultats de ce tableau. Le photon B, quant à lui, doit avoir des instructions corrélées pour essayer d'imiter l'intrication. Dans le modèle classique hypothétique, chaque photon a des réponses préparées à l'avance pour chaque angle. Il passe ou est bloqué. Pour l'angle à 0 degré, on veut que les photons soient parfaitement corrélés, soit 100% de corrélation. Donc si A passe, alors B passe. Si A est bloqué, alors B est bloqué. Maintenant, on regarde l'angle à 45 degrés. Chaque photon a déjà sa réponse fixée à 45. Soit il passe, soit il est bloqué. Donc la corrélation est toujours soit 100%, soit 0%, selon que B passe ou est bloqué. Elle ne peut jamais être de 50%, car on ne peut obtenir que 0 ou 100%. Le modèle classique ne peut donc pas reproduire les corrélations intermédiaires observées avec des photons intriqués. Or, les résultats quantiques montrent qu'on peut avoir 100% à 0 degré et environ 50% à 45 degrés, ce qui ne peut pas être reproduit par des réponses toutes prêtes, donc les photons n'ont pas de réponse fixée à l'avance. La physique quantique montre bien que les variables cachées locales ne suffisent pas. Quand on combine toutes les mesures nécessaires pour tester Bell, la moyenne ne peut jamais dépasser environ 70%, ce qui est la limite classique. Prenons l'exemple de deux photons avec 3 angles, 0, 45 et 90 degrés. Pour chaque angle isolé, la corrélation est soit de 0%, soit de 100%. La corrélation moyenne se calcule en additionnant les corrélations pour chaque angle et en divisant par le nombre d'angles. Dans notre tableau, on a 100%, plus 0%, plus 100%, divisé par 3, ce qui fait 67%, soit environ 70%. Et ce que prédit la physique quantique, la corrélation mesure à quel point les résultats des deux photons sont liés. Cette corrélation dépend de l'angle entre les filtres, et il y a 2 façons de la mesurer. Premièrement, la probabilité de donner le même résultat qui est traduit par la formule suivante. P même égale cosinus carré de θ, c'est-à-dire combien de fois les photons donnent la même réponse. Par exemple, à 45 degrés, ils donnent le résultat 1 fois sur 2,
la probabilité est donc de 50%. Deuxièmement, la corrélation mathématique, appelée E. C'est une formule qui compare les cas identiques et différents. E est égal à probabilité des mêmes résultats moins la probabilité des résultats différents. Par exemple, à 45 degrés, on a autant de cas identiques que différents. Donc, E égale 0,5 moins 0,5 égale 0. Donc, une même situation est décrite avec deux langages différents. À 45 degrés, on peut dire qu'on a 50% de chance d'avoir le même résultat, côté probabilité, mais aussi une corrélation E nulle, côté mathématique. Si les filtres sont parallèles, c'est-à-dire à 0 et 0 degrés, les photons sont parfaitement corrélés. La probabilité, la formule cosinus carré de θ, nous donne cosinus carré de 0 égale 1, soit 100%. Les photons donnent toujours le même résultat. Et la corrélation mathématique E est égale à la probabilité des mêmes résultats moins la probabilité des résultats différents, c'est-à-dire 1 moins 0 égale 1, soit 100%. La corrélation est parfaite. Par contre, si les filtres sont perpendiculaires, soit 0 et 90 degrés, la probabilité des mêmes résultats égale cosinus au carré de 90 degrés égale 0, soit 0%. Les photons ne donnent jamais le même résultat, ils sont toujours opposés. Et la corrélation mathématique, E, égale 0 moins 1, égale moins 1, soit moins 100%. La corrélation est parfaitement négative, on appelle ça une anticorrélation. La corrélation varie donc progressivement avec l'angle, suivant une courbe en forme de vague, comme une sinusoïde. À 0 degré, on a 100% de corrélation, à 22,5 degrés, on a 85%, à 45 degrés, on a 50%, à 67,5, elle tombe à 15%, et à 90, on a 0%. En physique classique, on n'obtient jamais une valeur intermédiaire comme 50% pile si on compare 0 degré et 45 degrés. Soit les deux photons ont la même réponse prédéfinie, 100% de corrélation, soit des réponses opposées, 0%. Pour tous les angles intermédiaires, on n'obtient que des corrélations extrêmes, 0 ou 100%. Jamais les valeurs intermédiaires continues que prédit la mécanique quantique. Et plus tard, les expériences ont montré que les corrélations quantiques dépassent cette limite. Les premières expériences ont débuté dans les années 1970 par Clauser et Friedman et les premiers tests expérimentaux ont montré une violation des inégalités de Bell, confirmant ainsi les prédictions de la physique quantique. Mais comme les appareils utilisés jusqu'à là étaient peu précis, Alain Aspect a réalisé, dans les années 80, des expériences beaucoup plus rigoureuses et fiables. Il a utilisé des détecteurs rapides et des changements aléatoires des angles de mesure pendant le vol des électrons. Les détecteurs enregistrent la polarisation de chaque photon et l'expérience est répétée des milliers de fois avec différentes orientations de mesure. Toutes les corrélations sont notées, c'est-à-dire combien de fois les photons ont la même polarisation ou des polarisations opposées. Ces résultats ont confirmé de manière convaincante la violation des inégalités de Bell et donc l'intrication quantique. Mais ces résultats ne disent pas que les variables cachées n'existent pas, mais que si elles existent, elles doivent pouvoir influencer instantanément des choses très éloignées.